Bienvenue à vous, qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans ces 2 prochains épisodes, nous allons entrer dans un univers fascinant, mais avant de vous le dévoiler, laissez-moi vous narrer cette anecdote. Cet été, je profitais de vacances pour me plonger dans la lecture des Merveilles célestes de Camille Flammarion. En parallèle, j'eus la chance de découvrir le site majestueux de Chichén Itzá au Mexique, dont j'avais tant rêvé depuis mon plus jeune âge. Ce qui me frappa alors, tant dans les pages de ce livre que face aux pyramides millénaires, c'est à quel point les mêmes mystères, les mêmes questions ont fasciné l'humanité à travers les âges. De cette fascination universelle est née une aspiration profonde, une élévation de l'âme qui a poussé notre espèce à tenter de transposer cet émerveillement par le biais de l'art. Des grottes ornées par nos ancêtres préhistoriques aux premières traditions orales, puis à l'invention de l'écriture, chaque progrès de la civilisation a apporté une nouvelle façon de chanter les merveilles de l'univers. Et parmi ces formes d'expression, la poésie occupe une place de choix. En effet, au fil des pages, je découvrais avec bonheur que les écrits de Flammarion étaient ponctués de poèmes. Si aujourd'hui, il peut sembler curieux, voire impossible, de trouver des vers dans un ouvrage scientifique, ces poèmes sont en réalité les vestiges d'un passé où astronomie et poésie étaient intimement liés. La preuve en est que nous-mêmes, depuis plus de 35 épisodes, nous efforçons de ramener un peu de rêverie et de poésie dans nos discussions sur l'espace et l'astronomie. Vous nous avez d'ailleurs souvent confié que vous écoutiez nos émissions pour vous endormir, alors quoi de mieux, pour accompagner le sommeil, que la lecture de quelques beaux vers célébrant les mystères du cosmos? Voyez donc cet épisode comme une introduction au vaste monde de la littérature astronomique, dont nous n'effleurons ici que la surface, mais qui, je l'espère, vous donnera envie d'explorer plus avant et vous permettra de vous réconcilier avec 2 matières scolaires parfois mal aimées, la physique et le français. Rassurez-vous, nous laisserons de côté les analyses de rimes ou de décompte de syllabes. Rien qu'une lecture pour apprécier les poèmes dans leur essence même, pour leur sonorité, pour ce qu'ils disent ou laissent deviner. Alors, laissez-vous porter, le temps de cet épisode, par les mots de ces âmes qui ont tenté de percer les secrets de l'univers. Prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Nous pourrions d'ailleurs commencer ce podcast par une citation de Jean-Pierre Luminet qui disait en 1996 « Unis dans ces heures mystérieuses où s'ouvrent simultanément les yeux d'or des étoiles et ceux de la rêverie intérieure, savants et poètes cherchent à déchiffrer chacun à leur façon le double univers du cosmos et des profondeurs de l'âme humaine. » En effet, à travers l'histoire, l'humanité a toujours cherché des réponses aux mystères qui l'entourent. Et lorsque les explications terrestres faisaient défaut, c'est vers le ciel étoilé que nos regards se tournaient. Car si d'autres espèces animales possèdent en effet une conscience d'elles-mêmes, du monde qui les entoure, seuls les humains ont osé lever les yeux vers la voûte céleste, cherchant dans l'immensité cosmique les clés de leur existence. Tout cela pouvant sans doute être résumé dans la citation d'Yves Bonnefoy, « Le double univers, du cosmos et des profondeurs de l'âme humaine ». Notre langage, tel un miroir de notre fascination ancestrale pour l'espace, fourmille encore aujourd'hui de termes empruntés au vocabulaire céleste. Les astres ont inspiré d'innombrables poètes, témoignant de leur influence profonde sur notre imaginaire collectif. Des cosmogonies antiques à la philosophie moderne, un lien indéfectible unit la terre et le ciel, l'un permettant de comprendre l'autre. Rainer Maria Rilke, Poème à la nuit. Les astres de la nuit que j'aperçois à mon réveil surplombent-ils seulement mon visage, celui d'aujourd'hui, ou bien, en même temps, le visage tout entier de mes années? Eux, ces ponts qui reposent sur leurs piliers de lumière.
Ce qui s'offre à nous avec la lumière des étoiles, ce qui s'offre à nous, capte-le, tel un moment sur ton visage, ne le prends pas à la légère. Montre à la nuit que tu as reçu silencieusement ce qu'elle t'a apporté. C'est lorsque tu ne seras confondu qu'avec elle que la nuit te connaîtra. Jadis, combien souvent sommes-nous demeurés étoiles face à face, lorsque la plus libre de la constellation, cette étoile de parole, se détachait des autres et appelait. Étoile face à face, nous nous étonnions. Elle, l'étoile parlante de la constellation, moi, bouche de ma propre vie, étoile jumelle de mon propre œil. Et la nuit nous accordait, ô combien, cette complicité qui veille jusqu'au matin. Toujours dans ce même livre que je lisais cet été, de Camille Flammarion, je pouvais lire ces lignes. Quelles sont les âmes pour lesquelles le spectacle des nuits étoilées n'est pas un éloquent discours? Quelles sont celles qui ne se sont pas arrêtées quelquefois en présence des mondes rayonnants qui planent sur nos têtes et qui n'ont pas cherché le mot de la grande énigme de la création? Les heures solitaires de la nuit sont véritablement les plus belles d'entre toutes nos heures. Celles où nous avons la faculté de nous mettre en communication intime avec la grande et sainte nature. En effet, de Stone Age aux pyramides mésoaméricaines, les premiers monuments érigés par l'humanité rendent hommage à la nature et à l'espace. Dans la mythologie aztèque et maya par exemple, Quetzalcoatl et Kukulkan, figures centrales de la création et de la civilisation, incarnent la sagesse, la culture et les éléments naturels. Elle est associée, dans leur cosmogonie, à Vénus, l'étoile du matin et du soir. Elles sont les gardiens de la transmission entre la nuit et le jour. Vénus étant le premier astre à briller le soir et le dernier astre à s'éteindre au petit matin, elle est la gardienne de la transmission entre le jour et la nuit, ouvrant et fermant le livre céleste où se dévoilent les messages divins. En effet, pour les civilisations précolombiennes, le ciel était à l'image d'un livre, le moyen de communication entre les dieux et les hommes, les étoiles étant autant d'indices, de messages qu'il fallait savoir décrypter et ainsi lire la pensée des dieux. Comme le dirait si bien le poète Rosset, le ciel devint un livre où la terre étonnée lut en lettres de feu l'histoire de l'année. Les astres, objets d'admiration et de vénération, servent à lire, interpréter et humaniser ces messages célestes. Mais il n'y a pas que Vénus, Orion par exemple, et la Grande Ourse, le Chien, sont autant de constellations et d'astres admirés et qui ont inspiré d'innombrables odes à leur gloire. Alphonse de Lamartine, L'infini dans les cieux. Que de mondes nouveaux, que de soleils sans nombre, trahis par leur splendeur étincelle dans l'ombre. Les cygnes épuisés s'usent à les compter, et l'âme infatigable est lasse d'y monter. Là, l'antique Orion, des nuits perçant les voiles, dont Job a le premier nommé les 7 étoiles. Le navire fendant les terres silencieux, le bouvier dont le char se traîne dans les cieux. La lyre aux cordes d'or, le cygne aux blanches ailes, le coursier qui du ciel tire des étincelles. La balance inclinant son bassin incertain, les blonds cheveux livrés au souffle du matin. Le bélier, le taureau, l'aigle, le sagittaire, tout ce que les pasteurs contemplaient sur la terre, tout ce que les héros voulaient éterniser, tout ce que les amants ont pu diviniser. Transporté dans les cieux par de touchants emblèmes, n'a pu donner que des noms à ces brillants systèmes. Ce poème nous serait rappelé comment les hommes ont pu parfois laisser libre cours à leur imagination, ne pouvant encore concevoir les telles immensités, les telles infinités devant eux. Ils ont dû se résoudre à y chercher des significations plus terre-à-terre, y voir des animaux, des hommes, des mythes et légendes. Et c'est ainsi que naquit cette légende que, sur le temple dédié à Vénus, en 246 avant notre ère, que la reine Bérénice, qui avait fait vœu de se couper les chevelures si Ptolémée, son époux, revenait vainqueur, la consacra au dieu. Conon, l'astronome de la cour du roi égyptien, lui avait assuré que sa regrettée chevelure avait été emportée dans le ciel par ordre de Vénus et brillait, à présent, à l'état de constellation. Le tout nous est transmis à travers le poème de Catulle et qui parle du point de vue de cette fameuse chevelure. Le mortel qui, des cieux écartant toutes les voiles, calcula le lever, le coucher des étoiles. Conon me fit voler,
par la faveur des dieux, du front de Bérénice ou la voûte des cieux. Humide encore des pleurs de ma reine fidèle, je montais, nouveau signe à la voûte éternelle. Admise entre la Vierge et le cruel lion, je guide à l'Occident, en sa route incertaine, le bouvier qui vers l'aube à pas pesant se traîne. Et à travers les siècles, les poètes continuèrent d'être inspirés par ces figures animales, mystiques et ésotériques. Ainsi, Victor Hugo disait dans « Ce que dit la bouche d'ombre » « Dans votre région, tant d'épouvantes abondent, que, pour l'homme, marqué lui-même du fer chaud, quand il lève les yeux vers les astres là-haut, le cancer resplendit, le scorpion flamboie, et dans l'immensité, les chiens sinistres aboient. Ces soleils inconnus se groupent sur mon front, comme l'effroi, le deuil, la menace et l'affront. De toutes parts s'étend l'ombre incommensurable, en bas l'obscur, l'impur, le mauvais, l'exécrable. Le pire taille-d'eux fourmille tout au fond, ils échangent entre eux dans l'ombre ce qu'ils font. Typhon dans l'honneur, Satan donne le crime, lugubre intimité du mal et de l'abîme. Et comme annoncé en introduction, notre vocabulaire a été profondément marqué par cette adoration ancestrale. Et elle porte encore aujourd'hui l'empreinte de cette fascination pour l'espace. Ainsi, comme nous en avions déjà parlé dans notre hors-série sur le ciel d'été, les régions septentrionales viennent du latin septentriones, qui se réfère aux 7 étoiles de la Grande Ourse, qui veut dire littéralement les 7 bœufs. Ou bien même le terme canicule, qui vient du latin canicula, et signifie petite chienne. Ce mot lui-même est dérivé de canis, le mot latin pour dire chien. La canicula est donc une référence à l'étoile Sirius, la plus brillante de la constellation du Grand Chien, qui était visible dans le ciel au cours de l'été et qui annonçait donc les périodes chaudes. Malinus, un philosophe du tout début de notre ère, dit ceci : « Lorsque le lion commence à nous montrer sa terrible gueule, le chien se lève, la canicule aboie des flammes. L'ardeur de ses feux la rend furieuse et double la chaleur du soleil. Quand elle secoue son flambeau sur le globe et qu'elle nous darde de ses rayons, la terre, presque réduite en cendres, semble être à son dernier moment. Neptune languit au fond de ses eaux, les arbres des forêts sont sans rêve, les arbres sans vigueur. Tous les animaux cherchent un asile sous le ciel lointain. Le monde aurait besoin d'un autre monde pour s'y réfugier. La nature, au milieu de cet incendie, éprouve des maux dont elle-même est la cause. Et elle vit en quelque sorte sur son bûcher, tant est grande la chaleur répandue par tout le ciel. Les feux de tous les astres semblent concentrés en un seul. » Pour continuer encore quelques instants, on peut noter par exemple le mot désastre ou désastreux qui veut littéralement dire mauvais astre, dis astrum, et donc qui signifie un mauvais alignement des étoiles. Considérer encore, considérer quelqu'un, vient du latin considerare, qui signifie littéralement observer les étoiles. Sidus, qui veut lui aussi dire étoile. À l'origine, ça veut donc dire avoir une réflexion sur quelqu'un ou quelque chose, basée sur l'observation du ciel et des étoiles. Alors je vous ai dit que sidus voulait dire étoile, et peut-être que vous avez en tête le mot sidérer, sidération, qui vient de la même racine, sideratus, et qui là encore veut dire littéralement subir l'influence funeste des astres. Autrement dit, quand vous êtes sidéré, vous subissez le destin que vous réservent les cieux. Ou encore, même si ce n'est plus un terme très usité, malotru, qui veut dire là encore mal ostrutus, mal né, né sous une mauvaise étoile, quelqu'un de malchanceux. Alors pourquoi sommes-nous si fascinés par tout ceci ? Eh bien, Novalis, un poète allemand du XVIIIe siècle, dit ceci : « Nous rêvons des voyages à travers l'univers, mais l'univers n'est-il pas en nous ?» Effectivement, au-delà de la simple contemplation, certains ont voulu transmettre le savoir qu'ils y avaient appris, qu'ils avaient décrypté, partager leurs observations et leurs théories. Mais quel rapport, vous me direz, avec la poésie ? Eh bien, car ces publications, à l'époque, au temps des Grecs et des Romains, n'étaient pas faites n'importe comment. Elles prenaient la forme de poèmes. C'est ce qu'on appelle la poésie didactique, issue de didakos, qui enseigne. La poésie didactique est donc un genre littéraire vraiment singulier, qui se propose de transmettre un savoir, d'enseigner une discipline ou un art, tout en conservant une certaine beauté,
une harmonie propre à la poésie. C'est une alliance subtile entre la rigueur de la connaissance et la grâce du verbe, entre précision et envolée lyrique. Dans ces temps reculés, donc, l'homme a eu recours à cette forme poétique pour transmettre leur expérience et leur sagesse. Hésiode fut l'un des pionniers au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec un ouvrage qui s'appelle « Les travaux et les jours », où il prodigue des conseils agricoles fondés sur l'observation du ciel. Et puis au fil des siècles, d'autres poètes vont suivre cette trace. Ainsi, nous avons Aratus et ses phénomènes qui décrivent avec précision la position et l'éclat des étoiles. Cet écrit est resté célèbre dans les annales de l'histoire et inspira là encore bon nombre d'astronomes qui lui succéderont. Car à cette époque, les astres étaient bien plus qu'aujourd'hui intimement liés à la vie des hommes. Ces poèmes donc servaient à prodiguer aux agriculteurs, aux marins, des conseils fondés sur l'observation du ciel. Le lever, le coucher des étoiles, les variations de leurs couleurs constituaient un calendrier permettant de régir les travaux des champs, de prévoir le temps, les tempêtes, si l'hiver serait rude ou l'été chaud, et puis à quel moment planter ou encore récolter. Ainsi, elle était non pas l'apanage des poètes, mais aussi un outil précieux pour comprendre le monde. Un guide pour naviguer les mers, cultiver les terres, et tisser un lien profond entre l'homme et le cosmos, entre le ciel et la terre qui nous nourrit, entre la science et la poésie. Ainsi, Virgile nous dit dans les Géorgiques au 1er siècle avant Jésus-Christ: « Mais si tu travailles le sol pour récolter le froment ou le robuste épeautre, si tu ne vises que les épis seuls, attends la disparition des Atlantides aurorales, attends que l'étoile de Gnos à l'ardente couronne se retire pour jeter au sillon les semences qui réclament et confier hâtivement à une terre rebelle l'espérance de l'année. » Mais les poètes ont aussi su savoir vite prendre leur indépendance vis-à-vis de cette fameuse poésie didactique, parce que trop limitée, parce que trop cantonnée face à leur aspiration, à leur essor. Comme le dit Baudelaire, qui dit à propos de la poésie didactique: « Entre des mains d'un autre poète que Victor Hugo, de pareils thèmes et de pareils sujets auraient pu trop facilement adopter la forme didactique, qui est la plus grande ennemie de la véritable poésie. Raconter en vers les lois connues, selon lesquelles se meut un monde moral ou sidéral, c'est décrire ce qui est découvert et ce qui tombe tout entier sous le télescope ou le compas de la science, c'est se réduire au devoir de la science et empiéter sur ses fonctions. C'est embarrasser le langage traditionnel de l'ornement superflu et dangereux ici dans la rime. En décrivant ce qui est, le poète se dégrade et descend au rang de professeur, en racontant le possible. » La plus grande preuve de l'importance de cet art, ce sont les quelques poètes armés de leur seule intuition et de leur raisonnement qui osèrent justement formuler des hypothèses au-delà des possibles, comme le dit Baudelaire, et qui se sont révélés d'une troublante justesse sur la nature de l'univers. À la manière d'explorateurs de l'inconnu, ils s'aventurèrent dans des contrées alors inexplorées de la connaissance, guidés par une soif insatiable de vérité, pourtant sans pouvoir le prouver à l'époque, mais avec une conviction sans faille, et parfois même plusieurs siècles, voire millénaires, avant que leurs idées ne soient validées. Le plus célèbre d'entre eux, on en a déjà parlé, c'est sans doute la clairvoyance, l'étrange clairvoyance, d'une vision presque contemporaine, ce fameux Démocrite donc, là où Aristote pensait les cieux en termes d'idéal, de raison, de beauté, Démocrite qui créa ce qu'on appelait la pensée atomiste, que le monde était fait d'atomes et que l'univers entier était une composition de ces atomes et que de ces atomes pouvaient naître ce qu'on appellerait aujourd'hui des molécules presque infinies de par ces combinaisons infinies et que l'univers tout entier était qu'un éternel flux et reflux de ces atomes. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui, imaginez la puissance de l'intellect qu'il a fallu à l'époque pour penser cela avec aucun moyen d'observation, aucune science qui n'existait, aucun protocole scientifique pour démontrer cela. Ainsi, bien que nous n'ayons aucun écrit de la main même de Démocrite, nous pouvons compter quand même sur certaines œuvres poétiques, comme le fameux « De la nature » de Lucrèce, qui reprend les bases de la philosophie de Démocrite, à la fois sur le monde quantique, le monde de l'infiniment grand, et même dans leur préconception
de la vie sur d'autres mondes. Ainsi, on peut lire dans le livre 2 de la nature de Lucrèce: « Plus que jamais, écoute, et que ton oreille veille. D'étranges vérités vont frapper ton oreille. À tes yeux va s'ouvrir un nouvel horizon, mais il n'est pas si simple auquel notre raison ne refuse de croire et tout d'abord se rende, de même qu'il n'est pas de merveille si grande qui n'use avec l'autant nos admirations. Quel spectacle plus beau, mieux fait pour nous surprendre, auquel les nations osassent moins s'attendre. Mais les yeux aujourd'hui rassasiés et las de leur étonnement ne daignent même pas se lever vers l'azur de la voûte suprême. Ne va donc point, troublé par leur nouveauté même, rejeter mes leçons. Non, suis-les pas à pas. D'un jugement hardi pèse leurs résultats. Faux pour t'armer contre eux, mais vrai pour t'y soumettre. J'aborde l'infini, mon audace pénètre. La nature avec moi le crie. Autour de nous, en large comme en long, au-dessus comme en dessous, l'infini se déploie et l'évidence inonde d'une pleine clarté l'immensité du monde. Or, comment supposer quand si profondément l'espace illimité s'ouvre et qu'un mouvement éternel et divers en ses gouffres immenses dissémine les vols d'innombrables semences, qu'il ne se soit formé qu'une terre et qu'un ciel? Quoi, stérile rebut des fonds substantiels, tant de germes pareils à ceux de la nature. Au hasard, à tâtons, combina les structures, dont les chocs spontanés ont fondé l'univers, la terre et les vivants et les cieux et les mers, n'auraient en aucun lieu condensé leur poussière. Non, non, il est ailleurs des amas de matière, des mondes habités, frères de ce séjour. On peut compter parmi les autres visionnaires poètes Giordano Bruno, visionnaire et audacieux, qui malheureusement finit condamné au bûcher à cause de ses pensées novatrices en désaccord avec la bien-pensance de l'Église de l'époque. Il nous invite lui aussi à embrasser l'idée vertigineuse à l'époque d'une infinité de mondes, défiant ainsi les dogmes chrétiennes et ouvrant la voie à une nouvelle conception de l'univers. Dans son œuvre « L'infini, l'univers et les mondes », Giordano Bruno imagine un dialogue entre deux personnages qui se posent la question des mondes habités. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar de nos 7 terres. Mais ainsi donc, les autres mondes sont habités comme l'est le nôtre ? Demanda Burcio. Fracastorio répondit : sinon comme l'est le nôtre, et sinon plus noblement. Du moins, ces mondes n'en sont-ils pas moins habités ni moins nobles, car il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre, ou encore plus magnifiques encore, ne soient dépourvus d'habitants semblables et même supérieurs. Et puis nous avançons dans notre chronologie de plusieurs siècles pour arriver jusqu'au XVIIIe avec un poète visionnaire, un poil égocentrique, c'est le fameux Edgar Allan Poe, dont ses écrits ont été oubliés et remis au goût du jour seulement au XXe et au XXIe siècle pour lui connaître cette célébrité qu'on lui doit aujourd'hui. Et c'est à travers une œuvre visionnaire, mais il faut le reconnaître aussi très instruite de par ses prédécesseurs, qu'est son livre Eureka, qui nous invite à méditer sur la finitude du temps et de son impact sur l'obscurité du ciel. Ainsi, il prétend dès le début de son livre que cet écrit lui survivra et que on lui célébrera son génie. Bon, comme je vous le disais, il ne manque pas de modestie. Il faut avouer par contre qu'il avait raison sur certains points, à un certain génie d'intuition. Ainsi, il donnera dans son œuvre une des premières explications du fameux paradoxe d'Olber, un paradoxe dont on a déjà parlé, notamment dans l'épisode sur le ciel d'été, pourquoi l'univers était noir. Dans le cas d'un univers parfait, comme c'était la pensée à l'époque, homogène et immuable, le ciel de la nuit devrait être aussi lumineux que le ciel du jour, puisque s'il est recouvert d'une infinité d'astres, à l'image d'une forêt sans fin, où l'infinité du tronc et des feuilles et des branches s'amalgament pour former un mur infranchissable dont l'œil ne pourrait voir au-delà. Eh bien, Edgar Allan Poe dit ceci. Il n'y a pas d'erreur astronomique plus insoutenable, et il n'y en a pas qui ait obtenu une plus opiniâtre adhésion, celle qui consiste à se figurer l'univers sidéral comme illimité. Il me semble que les raisons qui nous le font croire limité
tels que je les énonce a priori, sont irréfutables. Mais, pour n'en plus parler, l'observation seule nous montre qu'il y a, dans de nombreuses directions tout autour de nous, si ce n'est dans toutes, une limite position où, tout au moins, elle ne nous fournit aucun motif pour penser autrement. Si la succession des étoiles était limitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. La seule manière de rendre compte les vides et les points obscurs que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Qu'il en puisse être ainsi, qui oserait s'aviser de le nier? Ainsi donc, il comprend à l'époque et avant la relativité du temps que les rayons de lumière ont une vitesse finie et qu'ils ne peuvent pas encore nous parvenir. Et dans un autre livre, consciemment ou non, c'est ça qui est le plus troublant, il intuitera même quelque part la notion de Big Bang. Alors il faut rendre à César ce qui est à César. Edgar Allan Poe était sans doute très au fait de prédécesseurs, écrivains, philosophes, poètes qui lui ont succédé, comme par exemple Robert Grossetête, un prêtre du Moyen-Âge qui, dans son ouvrage Déloussé, intuitera lui aussi une notion de Big Bang un peu similaire aux écrits de Allan Poe. Toujours dans Eureka, il dit ceci. Pour résumer ce que j'ai avancé, je suis parti de ce point que j'ai considéré comme évident, à savoir que le commencement n'avait rien derrière ni devant, qu'il y avait eu un commencement et que c'était un commencement et rien d'autre chose qu'un commencement. Bref, que ce commencement était ce qu'il était. Si l'on veut que ce soit là une pure supposition, j'y consens. Pour finir cette partie sur mon sujet, je suis pleinement autorisé à déclarer que la loi, que nous sommons habituellement gravitation, existe en raison de ce que la matière a été à son origine, irradiée atomiquement dans une sphère limitée d'espace, une particule propre, unique, individuelle, inconditionnelle, indépendante et absolue, selon le seul monde qui pouvait satisfaire à la fois aux deux conditions d'irradiation et de distribution, généralement égales à travers la sphère. Et enfin, plus étonnant encore, peut-être sans le savoir, Edgar Allan Poe intuita même la notion de relativité du temps et de voyage à travers un trou noir, dans son ouvrage Le Maelstrom, où il nous raconte la plongée dans le Maelstrom, ces fameux courants marins qui tourbillonnent et qui aspirent tout ce qui passe à proximité, au large des côtes des pays nordiques. Ainsi, il imagine un navigateur et son frère pris au piège dans les tourbillons. Et il décrit ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'horizon d'un trou noir et ce fameux cercle de lumière dont je vous avais déjà parlé, autour duquel se concentrent les photons qui ne peuvent échapper à l'attraction du trou noir. Plus étrange encore, il parle de relativité du temps. Il dit ceci. Pendant que de prodigieuses bandes d'écume apparurent là où je n'avais vu aucune jusqu'alors, ces bandes s'étendirent à une grande distance et se combinèrent entre elles. Elles adoptèrent des mouvements giratoires de tourbillons apaisés et semblaient former les germes d'un vortex plus vaste. Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse, mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir. Nous avions le tourbillon à tribord et à bâbord se dressait le vaste océan que nous venions de quitter. Il s'élevait comme un mur gigantesque, se tordant entre nous et l'horizon. Il s'était écoulé 1 heure et les évolutions du tourbillon devinrent graduellement de moins en moins rapides. Peu à peu, l'écume et l'arc-en-ciel disparurent et le fond du gouffre sembla s'élever lentement. Ceux qui me tirèrent à bord étaient mes vieux camarades de mer et mes compagnons de chaque jour, mais ils ne me reconnaissaient pas plus qu'ils n'auraient reconnu un voyageur revenu d'un monde des esprits. Mes cheveux qui la veille étaient d'un noir corbeau étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. Ils dirent aussi que toute l'expression de ma physionomie était changée. Je leur contai mon histoire, ils ne voulurent pas y croire. Je vous la raconte à vous, maintenant, et j'ose à peine espérer que vous y ajouterez plus de foi. Toujours en parlant de poètes avant-gardistes, nous pouvons parler de Jean Lahore, de son surnom, qui quant à lui nous entraîne dans une rêverie cosmique où tout dormait dans un germe, un œuf d'or comme il l'appelle, qui rappelle étrangement notre fameux Big Bang dans le livre du néant. Il dit « Il fut un moment dans la vie des choses où tout dormait en germe,
dans l'œuf d'or du soleil. Ma vie, celle de tous les êtres, fils de la terre, les mondes organiques et inorganiques, les océans, les continents, les forêts, le bien et le mal, les cieux et l'enfer d'ici-bas. Et la lune et les autres terres, filles du soleil, avec leur évolution vitale, leur longue histoire splendide ou sombre. Or, de naissance en naissance, nous pouvons remonter jusqu'aux dieux, jusqu'à cette heure première où tous les mondes, toutes les voies lactées, toutes les énormes nébuleuses reposaient aussi comme des rêves près d'éclore dans la nuit muette de son cerveau. Rien n'est simple, tout est complexe, tout est étrange ici-bas. Si l'on avait quelque profondeur dans l'analyse, on verrait que le moindre atome sort de l'éternité et de l'infini. Il a fait pour arriver jusqu'à moi dans ma main qui écrit ou mon cerveau qui pense, un chemin plus long que d'ici au ciel ou à la plus reculée des étoiles. On ne voit guère aujourd'hui que la surface des choses, on ne voit pas l'abîme de causes et d'effets, de mouvements, de courants sans fin, de flux et de reflux qui les ont fait un jour s'élever à la surface. Enfin, pour terminer sur ces poètes visionnaires, on pourrait citer Henri More, poète du XVIIe siècle, qui raconte ceci dans son essai sur l'infinité des mondes. Les planètes de notre monde sont des nœuds sur l'écharpe universelle de la sainte Psyché, qui fut à l'origine un tissu fin, pur, mince et perméable, jusqu'à ce que les puissances cachées les eurent rassemblés en certains points, amenant les parties voisines à se combiner en un seul corps. Tout ce qui se fait sur cet astre qu'est la Terre se fait aussi sur chaque autre sphère, et chaque autre cercle de feu que nous voyons au loin n'est qu'un nœud sur le vêtement de la Psyché. Ce n'est point la matière, mais quelque esprit vivant de la nature subtile, excité par ces profondeurs brumeuses et cet immense champ d'atomes qui éveille en elle la vie, qui sied le plus à son être. Ainsi, ces poètes penseurs, par leur imaginaire fertile et leur soif de connaissance, ont contribué à façonner notre compréhension de l'univers, nous rappelant que la vérité peut parfois surgir seulement de l'intuition, au plus profond de l'esprit humain. Mais bien que ces penseurs et poètes existent, ils font figure d'exception. Des quelques tentatives de percer dans les carcans de la pensée à l'époque aristoténicienne, promue notamment par l'Église. L'univers des poètes occidentaux était, en grande majorité, resté figé dans une vision d'un cosmos beau, parfait, immuable, borné par des sphères d'étoiles fixes. Mais au XVIe siècle, les murmures d'une révolution scientifique, portée par le nom de Galilée, de Tycho Brahe ou de Copernic, allaient faire voler en éclats ces certitudes ancestrales et ouvrir la voie à une imagination sans limite. L'étincelle qui embrase cette poudre fut l'apparition de SN 1572, une nébuleuse, à l'époque qualifiée de nouvelle étoile, observée par Tycho Brahe le 11 novembre 1572. Plus brillante encore que Vénus, elle pouvait se voir en plein jour. Elle s'éteignit progressivement jusqu'à devenir invisible à l'œil nu en 1574. Cette observation va ébranler le dogme aristotélicien de l'immuabilité du monde extraterrestre. Guy Lefebvre de la Broderie, dans son Cantique sur la nouvelle étoile, nous met en garde, et il nous dit ceci. « Et toutefois on dit, ou Aristote a perdu son crédit, que rien n'y croît, ni change ou diminue. Et d'où vient donc ce feu prodigieux? Si les cieux sont d'une essence éternelle, si peut-il faire une étoile nouvelle? » Ces découvertes feront tomber Aristote dans les décennies qui suivent. Et les poètes, si on peut dire, prennent une véritable claque. Ils deviennent conscients de la mortalité des étoiles. Ils les comparent à des fleurs qui s'épanouissent, qui rayonnent, puis se décolorent, flétrissent et meurent, faisant naître à travers leurs écrits une profonde mélancolie, comme on peut lire chez Jean Richepin dans L'Étoile du Nord. 50 ans d'efforts persistants et de courses qui s'accélèrent, un demi-cycle séculaire, voilà donc ce qu'il faut de temps pour que les rayons éclatants de la blanche étoile polaire qui nous conduit et nous éclaire arrivent à nous 50 ans. Ô phare du céleste havre, ainsi tu serais un cadavre, au feu éteint, au flanc vidé, que dans notre foi coutumière, nous serions encore guidés par ta survivante lumière. Jean Lehor, toujours dans son livre du néant, dit lui ceci. L'infini sur ma tête, en dessous l'infini encore, et au milieu, ces bruits de rue, ces hommes et ces femmes, toutes ces fanges, quel rêve, et qui le fait? Moi, mon cerveau malade,
où à la fois le cerveau de l'infini malade et le mien. Tel qu'un enfant, la nuit, perdu dans une forêt et qui frissonne et tremble devant l'inconnu des ténèbres, dans cette forêt de l'infini dont les cimes sont fleuries d'étoiles, parfois je marche égaré et comme fou, épouvanté de son silence et des regards muets que me jettent les choses. Quels abîmes de temps avant nous! Après nous, quels abîmes encore! Tu n'aurais pas créé le monde, le ciel s'en fût-il aperçu. Tu voudrais détruire ce monde, manquerait-il seulement à l'infini? Et depuis lors, les poètes n'ont cessé de s'approprier les thèmes de l'espace, au gré des générations de scientifiques et de leurs découvertes, ouvrant ainsi la voie à une exploration poétique de l'univers sans cesse renouvelée. Ainsi, dès l'envol du premier cosmonaute russe en 1961, le poète Charles Dubčinský s'enthousiasme dans son œuvre L'Opéra de l'espace. Il décrit le décollage d'une fusée et réconcilie poésie pure et technologie. Puissance de l'air lourd, musculature du métal dans les faisceaux de la fusée attelée à la foudre, ramification d'éclats et d'explosions dans l'épiderme atmosphérique, avez-vous entendu la stridence de l'astronef striant, ce que l'on nommait dérisoirement l'éther? Oiserie des flammes, l'astronef s'enfonce vers l'infini, avec cet abandon tranquille du bonheur, du dormeur ou du noyé. Le vide est cher, et dans ce ventre sans parois, l'astronef fonde le futur. De même, Villiers de l'Île Adam, à travers un roman considéré comme fondateur dans la création du genre de science-fiction et du fantastique, dit ceci. Bien avant que la Terre fût même une nébuleuse, des astres brillaient depuis une sorte d'éternité. Mais, hélas, si éloignés d'elle, que leur radieuse lueur, en parcourant près de 100 000 lieues par seconde, n'est arrivée que récemment à la place occupée par la Terre dans le ciel. Et il se trouve que plusieurs de ces astres se sont éteints depuis longtemps. Cependant, le rayon sorti de cet astre aujourd'hui refroidi devait leur survivre. Il continua sa marche irrévocable dans l'étendue. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le rayon de quelques-uns de ces foyers en cendres est parvenu jusqu'à nous, de sorte que l'homme qui contemple le ciel y admire souvent des soleils qui n'existent plus et qu'il y aperçoit quand même, grâce à ces rayons fantômes, dans l'illusion de l'univers. Ainsi, lorsque la science découvre ce qu'est une supernova, comment les étoiles explosent, là encore les poètes s'en emparent à travers ce poème Supernova. Un tremblement d'éther, une fissure d'où gicle un faisceau d'ions et de flammes, noués par leurs racines et la rosace. Salve, scories de bruit et de couleurs, ennucléées collisions d'aurore. Grappes de foudre et l'onde concentrique, des vibrations sur la vitre d'un rêve, caillots d'écho coagulant un quartz, et sa banquise forme un bourbier d'étoiles sous la pluie, chaude chantante, une pluie en la chair, un suintement sans fin de soleil mort, une agonie de bouche où l'or bouillonne. Enfin, parfois, les poètes n'hésitent pas à rentrer dans le dur de la science et à en faire quelque chose de poétique. C'est ainsi que Jacques Réda, poète du XXe siècle, décrira de façon poétique la fameuse formule E égale mc2 dans son livre La physique amusante. Pour bien définir l'énergie, il suffit que l'on multiplie la masse par la célérité de la lumière mise au carré. Et puis enfin, pour un certain Francis Ponge, il est important d'interroger le rapport du poète et son devoir d'écriture à l'aube des nouvelles découvertes sur la relativité. Il dit ceci. Les grandes déesses à nouveau sont assises, suscitées par l'homme sans doute, mais il ne les conçoit qu'avec terreur, en les appelant angstrom, années-lumière, noyau, fréquence, onde, énergie, fonction psy, incertitude. Aucun hymne, aucun langage commun ne saurait s'élever jusqu'à elles. Ils n'atteindraient pas leurs genoux. Et c'est aussi pourquoi nous ne saurions en entendre aucun, c'est un fait, ni non plus songer à en composer un qui vaille. Nos formes de pensée, nos figures de rhétorique, en effet, datent d'Euclide. Elles parlent d'ellipses, d'hyperboles, de paraboles, qui sont aussi des figures de cette géométrie. Que voulez-vous que nous fassions? Eh bien sans doute ce que nous savons faire, nous artistes, nous poètes, lorsque nous travaillons bien. Ainsi, formerons-nous un jour peut-être de nouvelles figures de style qui nous permettront de confier à la parole le langage pour parcourir l'espace courbe, l'espace non euclidien. Mais l'heure tourne et un seul podcast ne saurait suffire à explorer toute la beauté de la poésie cosmique. Vous l'aurez compris donc, nous continuerons cette exploration au cours d'une deuxième partie.
deuxième partie dans laquelle nous verrons à quel point le poète est saisi à la fois d'effroi, mais aussi d'émerveillement, face à cet univers qui défie ses convictions et ses fondements de pensée les plus intimes. Et puis, nous explorerons également l'art ancestral des haïkus japonais et découvrirons que, malgré les distances, malgré les langues, malgré les cultures différentes, sous un même ciel, nous nous interrogeons tous des mêmes choses. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.